Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Au sommaire de ce mercredi 12 novembre. La visite du président de la République fédérale de Somalie en Algérie se poursuit. Les relations entre les deux pays se renforcent. Plusieurs accords de partenariat ont été signés avec une convergence de vues sur les principales questions internationales et régionales. Zoom sur la réhabilitation d'anciennes unités industrielles à l'image de l'usine de ciment d'Adrar, remise en service avec une capacité de production d'1 million de tonnes par an. Nous irons par la suite à Khenchla où Consider Agrico s'impose dans le secteur agricole en investissant dans les cultures stratégiques. Et la cause sahraoui plus que jamais au centre des débats, les médias du monde dénoncent l'injustice subie par le peuple sahraoui et réaffirment son droit à l'autodétermination. Les détails dans ce journal. Les artisans palestiniens présents au Salon international de l'artisanat à Alger mettent en lumière leur métier et leur savoir-faire, perpétuant un patrimoine culturel riche et résilient. Et à Oran, le patrimoine algérien est également à l'honneur à travers une exposition qui valorise l'artisanat et l'art culinaire algérien. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la visite du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, en Algérie, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, des relations qui ont connu ces dernières années une dynamique soutenue, traduite par des contacts continus entre les dirigeants des deux pays, qui aspirent à une nouvelle phase de coopération fructueuse et à l'unification des efforts concernant les dossiers d'intérêt commun. Myriam Damis. Animée d'une forte volonté politique, l'Algérie et la Somalie aspirent à insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération bilatérale, à la lumière des liens historiques qui les unissent et au service des intérêts des deux pays. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, et son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, ont co-présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération dans des secteurs stratégiques, l'enseignement supérieur, l'agriculture, la pêche, la santé animale, ainsi que les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques a également été conclu. Ces initiatives traduisent la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat tout en jetant les bases d'un dialogue plus étroit et d'une coopération durable. لتعزيز العلاقات وتعبر عن حرصنا على مد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم بلدينا الشقيقين. لقد تطرقنا في هذا اللقاء إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي. وفي هذا المجال أسجل بأننا أنجزنا خطوة ستكرس إرادتنا المشتركة لاستغلال الفرص المتاحة لتكثيف وتوسيع التعاون، حيث ستستقبل الجزائر 110 طالب من صومال الشقيقة مستفيدا من هذا التكوين في الموسم الجامعي 2025 و2026. ونحن بصدد تعزيز هذه الخطوة بمنح منح أخرى في مجال التكوين المهني والشرطي والجيش الدفاع وفي كل ما ترغب فيه جمهورية الصومال الشقيقة. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a de son côté salué le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix, de la justice et la solidarité en Afrique. Il a souligné l'esprit de fraternité, la compréhension mutuelle et la volonté commune de renforcer les liens historiques entre les deux pays, ainsi que l'engagement constant à bâtir un partenariat fondé sur le respect et l'intérêt partagé. Nous avons échangé nos points de vue sur l'excellente relation entre la Somalie et l'Algérie
et avons réaffirmé notre engagement constant à bâtir un partenariat fondé sur le bénéfice mutuel et le respect réciproque. Nous avons examiné les principaux domaines de coopération, notamment le commerce et l'investissement, l'éducation, la défense, la sécurité, l'agriculture ainsi que le développement des capacités et du capital humain. Nous avons convenu de travailler ensemble pour promouvoir la stabilité régionale, renforcer l'intégration économique et faire progresser les grands objectifs de l'Union africaine dans son agenda 2063 ainsi que de la vision 2060 de la Somalie. Cette visite confirme l'engagement des deux nations à bâtir un partenariat solide et durable au service du développement et de la stabilité de l'Afrique. Et on s'intéresse ce midi à la réhabilitation d'anciennes unités industrielles dans le grand sud du pays, à l'image de cette usine de ciment située à Adrar, remise en service depuis plusieurs mois. Avec une capacité de production d'1 million de tonnes par an, ce projet vise à stimuler l'économie locale et à soutenir le secteur de la construction dans le pays. D'autres usines sont également en cours de réhabilitation et devraient générer des centaines d'emplois. Amira Sefta. L'usine de ciment située à Timikten, reprise par le groupe JICA depuis moins d'une année, a donné un nouvel élan au développement dans la région. Des emplois ont été créés au bénéfice de la jeunesse locale. À travers sa première ligne de production, la cimenterie affiche une production estimée à 1 million de tonnes de ciment par an, répondant aux standards exigés. La réussite de l'exploitation partielle de l'usine a permis d'accélérer la mise en place du projet de lancement de la deuxième ligne de production. J'ai été très heureuse quand l'usine a été récupérée et grâce à Dieu, j'ai retrouvé mon poste d'origine. Nous avons accueilli la décision de reprise de l'activité de la cimenterie avec beaucoup de joie. Beaucoup parmi nous étaient au chômage. Aujourd'hui, l'usine est de nouveau entre les mains des enfants de la région. Sa première mission est de fournir les chantiers locaux en tout type de gravier. L'État a donc misé sur la relance des unités industrielles récupérées à l'image de la briqueterie de Fnouril, appelée à assurer une production de 300 000 tonnes par an, dont les travaux de réhabilitation ont dépassé les 80%. Un projet qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'économie locale. Nous avons un pôle économique majeur ici à Adrar. Cette briqueterie permettra de répondre à la demande très importante, notamment avec le lancement de plusieurs projets de construction de logements et de projets structurants. Avec ses atouts agricoles et sa capacité de production, Adrar mise également sur l'industrie de transformation, comme ce grand complexe agro-industriel de production de coton relancé par le groupe Agrodiv, couvrant 5000 hectares avec l'objectif de dynamiser l'agro-industrie nationale. Ce projet en phase de réhabilitation comprend un système d'exploitation agricole pour le coton s'étendant sur 4000 hectares, une unité de traitement de coton, ainsi qu'un système d'exploitation pour les fruits et légumes et une unité de transformation. Le pôle couvre 4000 hectares pour la filière coton et 1000 hectares pour les légumes secs. L'usine comptera 400 employés permanents et 700 saisonniers. Nous avons engagé et nous poursuivrons ensemble un diagnostic précis de ces projets pour identifier leurs forces et leurs faiblesses. L'objectif est de prendre les décisions qui s'imposent en coordination avec les autorités locales et les partenaires économiques. Des projets qui visent à augmenter la capacité de production, créer de l'emploi et garantir une dynamique de développement durable au cœur du Grand Sud. Agriculture à présent, l'entreprise Cosider Agrico s'est imposée dans le secteur agricole en investissant dans diverses cultures, notamment les cultures stratégiques pour lesquelles des résultats prometteurs sont attendus. L'exemple à Khanchla avec Abdelrahman Chibah et Walid Yousfi. Autrefois arides, ces parcelles de terre se sont transformées aujourd'hui en champs verdoyants. Dans le sud de Khanchla, Cosider Agrico mène un projet d'envergure. Objectif, développer la production des grandes cultures et des plantations stratégiques pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. La culture des céréales est l'activité principale de Cosider Agrico à Khanchla, en plus d'autres cultures stratégiques telles que les plantes fourragères, le maïs en silage, le maïs grain ainsi que les cultures oléagineuses comme le tournesol. L'entreprise a également investi dans la culture d'arbres fruitiers, notamment l'amandier. La production du maïs en sillage et le maïs grain peut atteindre jusqu'à 30 tonnes à l'hectare.
Concernant le blé, les variétés cultivées sont Wad el-Bared, blé tendre HD1220. La société Cosider Agrico a mis en place toutes les conditions nécessaires pour assurer la réussite de cette opération. Grâce à des techniques modernes et à une main-d'œuvre qualifiée, Cosider Agrico s'impose aujourd'hui comme un acteur stratégique dans plusieurs secteurs: élevage ovin, engraissement des veaux et même la production des plants et de l'aquaculture. Nous avons aujourd'hui 7 bassins d'engraissement et une écloserie avec une capacité de production atteignant 30 000 alevins de tilapia. Nous possédons également une quantité importante de tilapia destinée à la commercialisation. Nous avons planté 120 hectares d'amandiers de la variété Mazeto, résistante à la salinité et à la sécheresse, grâce à l'utilisation d'une station d'irrigation automatique. De quoi développer davantage le secteur agricole dans la région et faire de Khenchela une wilaya leader dans les cultures stratégiques. Et les Marocains ne décolèrent pas, confrontés au chômage et à l'absence de perspective. Des dizaines de milliers de citoyens réclament aujourd'hui dignité et justice sociale. Plutôt que des réponses concrètes, ils se heurtent à l'indifférence et plus souvent à la répression d'un pouvoir qui privilégie la force plutôt que de répondre aux revendications de son peuple. Milad Hanin. Au Maroc, la colère grandit dans plusieurs villes. Les difficultés du quotidien poussent de plus en plus les citoyens à descendre dans la rue pour réclamer une vie meilleure et digne. La lutte se poursuit. Nous exigeons une augmentation des salaires et ne nous arrêterons pas jusqu'à ce qu'on obtiendra gain de cause. Nous rejetons cette approche unilatérale et resterons fermes ici jusqu'à la restitution complète de nos droits. Dans plusieurs villes, les Marocains font face à une répression systématique orchestrée par le Merzen. Chaque fois que les citoyens descendent dans la rue pour réclamer leurs droits fondamentaux, justice sociale, accès à l'emploi, à l'éducation ou à la santé, ils se heurtent à une violence brutale. Cela fait 5 ans que nous n'avons pas mangé de viande. Nous sommes endettés depuis 2 ans et nos logements restent dans des conditions indignes. Que compte faire le régime pour nous? Beaucoup n'ont pas de travail stable et ceux qui travaillent gagnent à peine de quoi vivre. Les autorités refusent de négocier. Si personne ne nous écoute, nous poursuivrons nos manifestations. Accablés par les arrestations et la précarité, les Marocains réclament qu'on les écoute. Et tant que leurs voix resteront ignorées, leur combat continuera. Et parmi les questions internationales d'actualité, la cause sahraoui plus que jamais au centre des débats. Dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental reste une question de décolonisation en attente d'un règlement dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions onusiennes. Les médias du monde dénoncent l'injustice subie par le peuple sahraoui et réaffirment son droit à l'autodétermination. Majda Jahmoun. Malgré ces multiples campagnes de désinformation, le Maroc peine à détourner la question sahraoui de son véritable cadre, celui d'un processus de décolonisation inscrit aux Nations Unies à travers pression diplomatique, récits falsifiés et manœuvres médiatiques. Rabat tente de présenter le conflit comme un simple différend régional. Or, de plus en plus de médias internationaux et d'experts rappellent que le Sahara occidental demeure un territoire occupé dont le peuple a le droit à l'autodétermination. Les stratégies de brouillage de l'occupant se heurtent aujourd'hui à une réalité de plus en plus reconnue sur la scène mondiale. En 1963, l'Organisation des Nations Unies a inscrit le Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes, relevant d'un processus de décolonisation. 2 ans plus tard, elle a appelé à mettre fin à la colonisation espagnole de la région, mais l'Espagne a ignoré cela pour préserver ses intérêts dans la région. En 1973, fut fondé le Front populaire de libération de Segui el-Hamra et du Rio de Oro, plus connu sous le nom de Polisario. Le Front s'est institué comme un mouvement de libération sahraoui et a entamé une lutte armée revendiquant l'indépendance totale.
Une chaîne espagnole s'est également emparée du sujet. Dans un documentaire, elle a mis en lumière, à travers des témoignages et des preuves, la tragédie vécue par le peuple sahraoui pendant des décennies, entre le joug du colonialisme espagnol et la barbarie du colonisateur marocain. Le reportage rappelle l'existence de 3 murs qui encerclent le territoire occupé. Un mur de sable jonché de mines qui sépare les familles, un mur qui bloque les routes et restreint les déplacements, et un blocus médiatique qui asphyxie les voix des Sahraouis et celles des militants à travers le monde. Il y a plusieurs années, on m'a proposé de l'argent pour écrire un article flatteur sur le Maroc et j'ai refusé. C'est là que le cauchemar a commencé. J'ai subi des attaques informatiques, j'ai été victime de diffamation. Des journaux ont commencé à raconter des mensonges sur moi. Le contrôle international du respect des droits humains au Maroc se limite à des analyses peu précises, avec des données biaisées ou tronquées. Il faudrait que les organismes internationaux prennent sérieusement en main cette question. Il y a eu un changement radical à partir du 13 novembre 2020 et la violation du cessez-le-feu. Et bien qu'on ne pouvait pas entrer dans la région depuis 2019, il est encore plus difficile d'y entrer depuis. Grâce à ces voix du monde, l'occupant marocain ne peut plus étouffer les cris de revendication légitimes du peuple sahraoui et a échoué à imposer sa thèse illusoire d'une prétendante légitimité sur le territoire. Les faits historiques et le droit international confirment que cette terre appartient pleinement au peuple sahraoui qui ne renoncera jamais à sa lutte pour recouvrer son indépendance. Dans la bande de Gaza, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures. Le ministère palestinien de la Santé indique que depuis le début des massacres, plus de 6000 personnes ont été amputées, dont 1500 enfants et 750 femmes. Une situation catastrophique aggravée par le blocus imposé par l'occupant sioniste. Sur les 600 camions d'aide prévus, seuls 150 sont parvenus à l'enclave. Un chiffre largement insuffisant pour subvenir aux besoins urgents de la population. Revenant dans le pays et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 5 au 11 novembre 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, le terroriste dénommé T. Sid Ahmed alias Mohamed s'est rendu aux autorités militaires d'Ingezem, en 6e région militaire, en sa possession un fusil semi-automatique de type Siminov, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 61 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 44 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2 kg de cocaïne et 412 013 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Borjbaji Mokhtar, Ingezem, Illizi, les détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 664 individus et saisi 20 véhicules, 319 groupes électrogènes, 171 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 20 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur destiné à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 165 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 380
80 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué. Outre les terres, l'occupant sioniste tente également d'effacer l'identité palestinienne, un héritage qui perdure malgré les épreuves. C'est ce que mettent en lumière les artisans palestiniens présents au Salon international de l'artisanat à Alger, qui à travers leur métier et leur savoir-faire transmettent des techniques millénaires et font vivre un patrimoine culturel riche et résilient. Maïssa Leboal. L'artisanat n'est pas seulement une production, c'est une mémoire vivante, un héritage que l'on protège, que l'on porte, que l'on continue de faire exister. Et cette présence aujourd'hui a pris une résonance particulière avec les artisans palestiniens. Leur stand ici à Alger n'est pas seulement un espace d'exposition, c'est un symbole, celui de la résilience d'un peuple épris de liberté et profondément attaché à son identité, sa culture et sa terre. Chaque broderie représente l'identité d'une ville ou d'une région palestinienne, de Be'er Saba à Beit Lahem, en passant par Jenin ou encore Ramallah. Chaque ville possède ses propres motifs et couleurs. On retrouve également des objets décoratifs et symboliques que les visiteurs apprécient particulièrement. La Palestine est aussi reconnue pour le travail du bois d'olivier spécifique à Beit Lahem. Pour ces artisans, continuer de créer, c'est continuer d'exister. C'est affirmer leur culture face à tous ceux qui tentent de l'effacer ou de se l'approprier. Notre patrimoine est pris pour cible par les colons sionistes qui cherchent à s'approprier nos vêtements traditionnels et à effacer notre identité. Ils volent nos spécialités culinaires, nos coutumes et nos traditions. En valorisant cet héritage, nous continuons à défendre notre cause. Le soutien des visiteurs nous donne une grande force morale. On tient à vous remercier car le peuple palestinien et le peuple algérien ne forment en réalité qu'un seul et unique peuple. Dans un contexte où le peuple palestinien endure quotidiennement violence et dépossession, continuer à créer relève du courage. C'est refuser l'effacement et affirmer son identité malgré les violences physiques, spirituelles et identitaires. Nous cherchons à offrir à ces femmes l'opportunité de continuer à travailler et de préserver la broderie et le patrimoine palestinien de manière générale. Cela leur permet d'avoir accès au marché étranger. La Palestine ne vit pas seulement dans les slogans ou dans les sursauts de colère exprimés à travers le monde, mais dans la beauté des pièces confectionnées par ses mains habiles, dans la continuité de ses gestes et dans les racines profondes de sa mémoire. Tant que ses mains créent, que ses gestes transmettent, la Palestine demeure invincible et vivante. Et le patrimoine algérien a l'honneur à Oran également lors d'une exposition où l'artisanat et la diversité du patrimoine culinaire algérien ont été mis en avant. Plus de 70 artisans venus de différentes régions ont participé à cet événement pour présenter leurs créations mais aussi leur savoir-faire. Yasmine Amri. Tenue traditionnelle, gâteau d'apparat, deux facettes d'un héritage encore bien vivant. L'une raconte l'élégance, la précision de l'aiguille et du fil, l'autre évoque la douceur, l'accueil et la convivialité. Ici, dans ce salon, elles se rencontrent et dialoguent. Cela fait 42 ans que je pratique la couture, une passion qui m'est indispensable et que j'ai transmise à ma fille afin de préserver mon patrimoine. Je représente la tenue traditionnelle en miniature pour pouvoir l'exporter à l'étranger pour que d'autres pays sachent comment sont nos tenues algériennes. Donc j'ai déjà fait d'autres expositions à l'étranger. En Algérie, j'ai fait presque toutes les wilayas algériennes. Nous sommes ici pour échanger entre artisans, découvrir d'autres expériences et mieux connaître les traditions de notre pays, où chaque région possède sa propre richesse et ses coutumes. Nous veillons à préserver nos gâteaux et les recettes traditionnelles tout en apportant des touches d'innovation adaptées à la modernité. Les visiteurs découvrent un savoir-faire transmis de génération en génération, un artisanat où chaque pièce raconte une histoire, chaque motif porte une mémoire et chaque saveur ravive un souvenir. Tradition et innovation se croisent dans ce salon qui se veut avant tout un espace où le patrimoine est célébré.
Plus de 70 artisans participent à la promotion de leurs produits traditionnels afin de préserver l'artisanat oranais et algérien. La Chambre de l'artisanat les accompagne dans cette démarche de valorisation. L'événement comprend plusieurs activités, une exposition d'artisanat, la remise de distinctions à des artisans, dont des doyens du métier, ainsi que l'hommage aux diplômés de l'école de formation de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Un héritage précieux, toujours en mouvement, un patrimoine jalousement préservé qui continue de se transmettre et de se savourer. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur notre chaîne. À très vite.